Aujourd'hui, mourir de sa mort naturelle, ça n'est pas un choix. Malgré toute la douleur qu'il y a, toute la tristesse, toute l'angoisse, nos patients, ils sont vivants et de temps en temps même plus vivants que nous qui sommes bien portants. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette conférence du RASO. Je suis Delphine Brosseau, directrice déléguée de l'association. Le RASO, c'est donc l'association des aînés et anciens guides et scouts d'Europe. Notre mission est double, celle d'accompagner les anciens dans leur fidélité à la promesse scout et à la loi scout, leur permettre de continuer à vivre la fraternité scout, et celle de faire rayonner le scoutisme, les valeurs scouts au sein de la société et permettre aux nouvelles générations de vivre cette belle aventure. Alors, être scout dans la vie de tous les jours, c'est aussi s'informer, se former, prendre part aux enjeux sociétaux actuels. Et c'est dans ce contexte que nous souhaitions vous proposer une conférence ce soir sur le projet de loi fin de vie, qui revient dans l'hémicycle début 2025, après l'arrêt des discussions au moment de la dissolution de cet été. C'est un sujet crucial, complexe, et nous avons ce soir l'honneur et la chance de faire appel à deux experts pour nous accompagner sur ce sujet. Je suis ravie d'accueillir Jeanne Amourou. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Et Maître Erwan Lemouredec. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Alors, Erwan Lemouredec, vous êtes avocat, essayiste, blogueur et auteur notamment de Fin de vie en République avant d'éteindre la lumière, paru aux éditions du CERF en 2022. Et puis Jeanne Amourou, vous êtes infirmière aux soins palliatifs à l'Institut Jeanne Garnier, qui est un institut vraiment pionnier des soins palliatifs. Vous accompagnez donc au quotidien des hommes et des femmes que la médecine ne peut plus guérir, mais qui visent à accompagner la vie jusqu'à ses derniers instants. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre des conférences du RASO pour nous aider à mieux comprendre les enjeux du projet de loi fin de vie, stoppé donc par la dissolution et qui refait surface ces dernières semaines. Sujet que nous aborderons avec délicatesse et le respect qui a un coût aux réalités qu'il recouvre. Alors, il est bien entendu qu'en abordant cette question de la fin de vie, c'est bien des enjeux juridiques, bioéthiques et sociétaux dont nous souhaitons parler, sans jugement aucun à l'égard des personnes et des situations individuelles difficiles auxquelles certains d'entre nous sont peut-être confrontés. Merci sincèrement à vous deux de consacrer votre soirée à l'information et à la formation des membres de la communauté du RASO et au-delà, je pense. Alors concrètement, cette conférence va se dérouler de la manière suivante. On va avoir une petite discussion, un temps de discussion tous les trois pour explorer le sujet en une quarantaine, cinquantaine de minutes. Et puis, donc, chers participants, vous aurez la possibilité de poser vos questions au fur et à mesure de notre intervention, de notre conférence. Pour ça, vous avez un onglet questions et réponses qui apparaît en bas de votre écran. Et puis, voilà, nous aurons un petit temps de questions-réponses à la fin de cette conférence. Voilà pour l'introduction. Nous allons donc démarrer. Première question pour vous, Erwan. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous poser le cadre de ce projet de loi et donc nous expliquer précisément, concrètement, pour les non-spécialistes ni juridiques ni médicaux que nous sommes, ce que le projet recouvre, qui il concerne précisément, ce qu'il propose, et notamment dans sa première mouture, et puis dans les différentes évolutions qu'il y a eu avant la dissolution. Oui, alors déjà effectivement on est dans une situation qui est un peu particulière parce que depuis la dissolution, à ce stade, il n'y a plus de projet de loi. Il y a quelque chose, et d'après les échos d'ailleurs assez récents qu'on a eu, la question serait quand même largement de reprendre le projet de loi initial du gouvernement, c'est-à-dire celui qui avait été établi par Agnès Firmin-Lebaudot avant qu'il y ait la commission spéciale fin de vie à l'Assemblée, qui a assez dramatiquement élargi un projet qui lui-même était déjà très extensif. Donc la question serait de revenir à ce projet de loi, mais les choses sont assez floues hein, pour le moment. Euh, on est sur un projet qui prévoit de légaliser à la fois le suicide assisté et l'euthanasie. Euh, En disant cela, en même temps, je suis plus précis que le projet de loi qui se contente d'utiliser la périphrase en vogue d'aide à mourir.
aide à mourir, dont on a vu, on voit dernièrement, j'ai vu ça aussi en Grande-Bretagne où le débat est en cours. On voit très bien que ce vocable recouvre des réalités très différentes pour les gens, des choses qui aujourd'hui sont tout à fait admises et pratiquées en fin de vie, et des choses qui ne sont pas légalisées. Donc, ce qui serait légalisé, c'est l'euthanasie. Et si on veut si on veut préciser un peu les choses, l'euthanasie, c'est le fait de mettre fin à la vie d'une personne à, à sa demande, sans sa demande, enfin, ou sans sa volonté, et a priori dans l'idée d'abréger ses souffrances. Voilà. Et ce qui est important, ce qui est déterminant, c'est que c'est fait par un tiers. Le suicide assisté, c'est à peu près la même chose, mais c'est la personne elle-même qui procède à l'acte, et qui donc soit ingère des comprimés, soit déclenche une perfusion, enfin, soit, soit toute autre modalité qui est susceptible de provoquer sa mort. Donc voilà, c'est pour pas rentrer trop dans les détails, pour le moment, c'est le cadre de ce qui est proposé avec des spécificités françaises sur lesquelles on reviendra peut-être. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce projet de loi a évolué au fur et à mesure des discussions? Alors, on a eu d'abord un projet de loi qui était lui-même, ça c'est quand même un point qu'il faut garder à l'esprit, on ne cesse de parler de revenir à un texte d'équilibre qui serait le texte initial du gouvernement. On ne peut pas parler de texte d'équilibre. On avait un texte qui lui-même nous situait déjà probablement au-delà du modèle belge, qui est, enfin, modèle, c'est déjà beaucoup parlé, beaucoup dire, mais qui était un texte qui avait notamment comme exclusivité française la possibilité de prévoir l'euthanasie par un proche. C'est-à-dire que le texte prévoyait que la personne concernée est susceptible de désigner une autre personne, quelle qu'elle soit, pour procéder à l'acte. Et donc, cette personne, en fait, dans des avant-projets, on constatait que on entendait par là essentiellement un proche, mais ça peut être aussi un bénévole probablement plutôt bénévole de la DMD que d'une association de soins palliatifs, bénévole d'accompagnement. La DMD, c'est l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, donc c'est le lobby pro-euthanasie. Donc ça pourrait être eux, mais ça pourrait être un proche, ce qui en soi n'a jamais été prévu dans quelque législation que ce soit à travers le monde, et qui pose évidemment des difficultés considérables, même en tablant sur l'hypothèse d'un proche bienveillant, parce que évidemment on pense toujours aux proches malveillants qui voudraient absolument hâter la fin de vie. Vous avez aussi des proches bienveillants qui sont intimement convaincus que l'état dans lequel est leur proche n'est pas celui dans lequel il aurait voulu faire et finir sa vie, qui pensent qu'il faut absolument fonctionner, enfin agir selon ce que ce proche avait pu dire dans le courant de sa vie, mais qui n'est pas forcément ce qu'il va dire au moment de la fin de sa vie. Et on voit tous les jours en soins palliatifs des personnes qui sont bousculées par le tourbillon des sentiments personnels qu'ils vivent et qui sont susceptibles de vouloir accélérer les choses. Donc, on peut avoir tout à fait une euthanasie provoquée par un proche sur une mauvaise compréhension, sur une surinterprétation de ce qu'a pu dire la personne concernée. Alors après, vous avez, pour dire les choses relativement rapidement, on a aussi un certain nombre de travers du système belge sur lequel notre loi, enfin le projet de loi initial a été calqué, qui sont complètement repris, c'est-à-dire déjà un contrôle a posteriori de l'acte. Donc a posteriori, je pense que tout le monde comprend, mais
au cas où je préfère préciser, ça veut dire une fois que l'acte est réalisé. Donc, évidemment, c'est un peu tardif en cas d'erreur. Un système en Belgique, n'a aucun moyen de contrôle sur place. Donc, en fait, on ne fait que contrôler sur pièce sur la base des déclarations qui sont faites. Donc, les déclarations, bah, elles sont évidemment tributaires de ce que veut bien déclarer la personne qui a procédé à l'acte. Et il y a peu de chances qu'une personne qui a procédé à un acte d'euthanasie déclare spontanément avoir enfreint les conditions légales. Et puis voilà, dans les éléments que on a et qui sont problématiques, le fait que vous avez un premier avis qui est l'avis du médecin qui est consulté, médecin qui, dans le projet de loi qui était discuté, est un médecin sans spécialité, enfin ça peut tout à fait être votre médecin généraliste qui est consulté. On consulte un autre médecin qui lui-même n'a pas besoin d'être un spécialiste, contrairement à ce que prévoit la loi belge, qui donne un avis oral. Donc, déjà, la demande elle-même est orale dans notre projet, dans le projet qui est discuté, ce qui est quand même problématique aussi, parce que c'est très compliqué ensuite de déterminer quelle était l'intention véritablement exprimée par la personne. Enfin, en tant qu'avocat, je sais bien qu'on a besoin d'écrit pour apporter la preuve de la volonté. Donc ensuite, vous avez un deuxième avis oral, avis qui peut être donné à distance, ce qui quand même en soi est assez choquant parce qu'on se prononce sur le fait d'abréger ou non la vie d'une personne et cela pourrait se faire sans examen clinique de la personne. Cet avis est consultatif, donc même si le deuxième avis est négatif, ça n'empêche pas de procéder à l'acte. C'est un avis qui est effectivement réalisé sans collégialité, alors qu'aujourd'hui, quand on procède à une sédation profonde et continue, vous avez une collégialité pour un acte qui n'a pas la gravité d'une euthanasie. Et puis des délais qui sont beaucoup plus brefs, puisque en Belgique, il faut un mois lorsque le pronostic vital n'est pas engagé. Et en France, selon ce qui était prévu, on serait entre 48 heures et 15 jours pour réaliser l'acte. Voilà, bon, il y a d'autres éléments, mais je ne veux pas commenter tout le projet de loi maintenant. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez également nous préciser qui ça pourrait concerner en fait? Quelles sont les personnes, les malades, les situations qui rentreraient dans ce cadre de la loi? Alors, pour le moment, c'est assez flou, puisque, enfin, tout est flou, hein. Il faut être clair, le calendrier, la nature du texte qui va être débattu, on sait que ça va être première semaine de février. Mm. Si on repart sur les critères du projet de loi ou du texte issu de la commission spéciale, donc il y a beaucoup de choses floues. Mais ce à quoi nous étions arrivés, c'était la situation dans laquelle une personne est atteinte d'une souffrance physique ou psychologique, qu'elle soit réfractaire ou insupportable. Ce qui signifie aussi que on n'est pas nécessairement en soi dans le cas d'une personne dont le pronostic vital est engagé à court terme. Il y a eu beaucoup de débats autour de ce critère, de savoir s'il fallait en passer à un pronostic vital engagé à moyen terme, ce que les soignants nous disent totalement impossible à prévoir. Ils disent déjà que, bon, Jeanne le confirmera, il est déjà compliqué à court terme d'avoir une idée de l'engagement du pronostic vital. À moyen terme, c'est impossible, d'autant que le moyen terme, on parle de plus de 6 mois. À plus de 6 mois, les médecins avec qui j'en ai parlé me disent on se trompe une fois sur deux, voire plus. Mm. Donc ça n'a aucune pertinence en soi. Euh, on parle de souffrance physique ou psychologique. Donc, on ne parle plus effectivement uniquement de personnes, enfin, c'est une alternative. Vous pouvez Ouais. n'avoir que des souffrances psychologiques. Souffrances psychologiques, l'angoisse existentielle,
en fin de vie, quand vous avez des patients, enfin, excusez-moi, mais je pense ne serait-ce qu'un patient que j'ai vu hier, comme beaucoup, il est arrivé là, c'est il y a une semaine, on lui a dit qu'il partait en soins palliatifs et qu'il n'y avait plus de traitement possible. Euh, L'angoisse existentielle que vous pouvez ressentir à ce moment-là, elle est évidente. Donc, il y a certains patients, et je pense à une autre, qui me dit, bah, qu'est-ce que vous voulez, on va voir. De toute façon, on ne choisit pas. Il y en a d'autres qui ont cette angoisse existentielle. Est-ce que c'est une souffrance psychologique insupportable? L'un des sujets, c'est que quand on parle d'une souffrance psychologique, personne ne peut contester, discuter la souffrance que vous ressentez. Mm. Personne ne peut vous dire non, non, vous souffrez psychologiquement, mais pas suffisamment pour ouvrir droit à l'euthanasie. Donc c'est un critère qui en lui-même est susceptible d'interprétation nécessairement très Ouais, large. ouais, subjectivité. Très bien. Ok. Merci beaucoup, Erwan. Jeanne, alors vous êtes sur le terrain, vous avez accompagné de nombreuses personnes jusqu'à leurs derniers instants en tant que professionnelle. Quel regard vous portez sur ce projet? Alors, peut-être dans la première mouture, justement, et notamment sur sa mise en œuvre pratique. Alors, on l'a déjà un petit peu aperçu avec ce que nous disait Erwan, mais voilà, quel est votre regard? Je rebondis effectivement sur tout ce qu'a dit Erwan, sans du coup rentrer dans le détail, mais effectivement, il y a des choses qui sont complètement absurdes. Savoir est-ce qu'un patient enfin, va mourir à la question du moyen terme ou du court terme, c'est complètement impossible, donc très désincarné. La manière dont ça a été reçu déjà par les soignants, c'est avec beaucoup de colère, de sentir un projet de loi qui est complètement désincarné de ce qu'on vit au quotidien. Mm. Euh, Parce que nous, notre boulot au quotidien, c'est effectivement d'accompagner des personnes qui sont gravement malades et en fin de vie. En plus, en travaillant en unité de soins palliatifs, les USP, elles accueillent vraiment entre guillemets, les cas de fin de vie les plus complexes. Donc, la personne âgée qui meurt de sa bonne mort, malheureusement, elle n'est pas chez nous. Donc, voilà, on a vraiment des situations extrêmement complexes, des personnes qui sont dans des situations de grande détresse qu'on accompagne. Et pour autant, la question de l'euthanasie n'est pas du tout une question du quotidien. Vraiment pas. On pourrait revenir, peut-être plus tard sur, vraiment ce qu'on vit en soins palliatifs, mais, les patients, ils nous demandent pas à mourir, ils nous demandent, être soulagés et à être accompagnés, et quand il y a une demande de mort, on essaye pas de s'arrêter à justement cette demande de mort, mais d'aller voir un petit peu plus loin et d'essayer de comprendre pourquoi cette personne, elle a envie de mourir à ce moment-là. Et de temps en temps, et même quasiment tout le temps, c'est tout à fait légitime. Quand on a mal, on a le droit d'avoir envie de mourir. Donc il y a vraiment quelque chose de très désincarné qui est pas du tout notre réalité. Et puis, il y a la question effectivement, aujourd'hui, on le dit et on l'assume qu'on meurt encore mal en France, ça c'est clair, mais pas par manque de loi, par manque de moyens. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore 50 des patients qui devraient avoir recours à des soins palliatifs, qui n'y ont pas accès, faute de moyens. Plus de 20 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs, donc soit des patients qui ne sont pas bien accompagnés, soit qui doivent partir dans un autre département, donc du coup être loin de leur famille, loin de leurs proches, donc dans des conditions qui sont clairement pas propices et idéales. Donc il y a vraiment quelque chose où nous, on a essayé de dire, nous les soignants, de dire vous êtes à côté de la plaque, entre guillemets. Enfin, en tout cas, Mm. Mm. l'urgence, elle est de développer les soins palliatifs, que tous les Français puissent avoir accès à des soins de qualité, puissent être soulagés et être accompagnés. Mais donc la priorité n'est pas du tout de légaliser une loi qui, en plus, est très loin de notre réalité. Voilà, donc Ok. vraiment quelque chose de... Enfin, j'insiste, c'est vraiment quelque chose, on sent que c'est désincarné de ce qui se passe au quotidien. Mm. Merci beaucoup, Jeanne. Erwan, est-ce que, alors, l'idée, ce serait là de prendre un peu de hauteur, de recul par rapport à ce projet de loi et de nous expliquer plus globalement ce qui est en jeu dans ce projet. Voilà, si on se place du point de vue juridique, sociétal, mais aussi même anthropologique. Voilà, on entend des expressions de type, voilà, c'est un changement anthropologique majeur, civilisationnel. Est-ce qu'on peut aborder cette question-là, voilà, en prenant vraiment un recul sur ce projet et les enjeux qui sont derrière? Euh, oui, je prendrais un angle que j'ai pris récemment, si certains veulent se référer au texte, c'est ma dernière chronique dans La Vie. La question du choix.
parce que le choix est l'argument, la liberté, encore plus que la dignité, est l'argument que développent les associations pro-euthanasie, en nous disant, comme on a pu nous le dire sur d'autres sujets sociétaux, on se contente d'ouvrir une liberté, de permettre un choix. Personne ne vous obligera à avoir recours à l'euthanasie. Personne vous, enfin voilà, c'est une possibilité que vous avez et que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Alors, le fait est, d'après ce que j'ai vu, d'après un certain nombre d'études, que ça peut soulager certaines personnes qui sont malades, de se dire que dans le pire des cas, il restera cette possibilité. Ça ne veut pas dire qu'elles aient l'intention d'y recourir, mais ça peut les soulager. On sait que en Oregon, où il y a une pratique de suicide assisté qui est légalisée, euh, la moitié des personnes qui se font prescrire une pilule létale ne l'utilisent pas. C'est quelque part une espèce d'assurance contre la souffrance, où les personnes se disent, bon, voilà, dans le pire des cas, je pourrais y recourir. Mais il faut aussi penser à autre chose, c'est que à partir du moment où on va pouvoir choisir, c'est là que on bascule. Parce que aujourd'hui, mourir de sa mort naturelle, ça n'est pas un choix. C'est un état de fait, c'est une donnée, c'est notre sort commun. À partir du moment où on me donne le choix de l'euthanasie, je dois, enfin, quelque part, je choisis aussi de ne pas utiliser cette option. Je prends Mm. une décision. Et donc, je suis aussi responsable de la décision que je prends. Et lorsque l'on vous dit que vous êtes susceptible de peser sur vos proches, peser sur la société, sur la communauté nationale, Mm. eh bien, en fait, vous assumez le fait de choisir de peser encore. Oui. Et, et donc, vous aurez pour tout le monde le fait que ça n'est plus le cours naturel de la vie, c'est une décision à assumer. Et là encore, j'ai été touché par un échange que j'ai eu avec un patient parce que lui-même me disait, il me parlait de la Suisse et de la Belgique qui étaient plus avancées que nous, et puis il me disait que en fait c'est vrai que ah, voilà, soigner tous ces gens, ça coûte beaucoup de sous, ça coûte énormément de sous. J'avais en face de moi quelqu'un, c'est un patient de Jeanne, que Jeanne va peut-être reconnaître. Un patient qui a un myélome depuis 10 ans, qui de mémoire a eu 7 ou 8 lignes de chimiothérapie, enfin en tout cas il me disait 7 ou 8 traitements, qui a fait un AVC il y a 3 semaines, qui est hémiplégique de tout un côté, et donc auquel je ne parlais que parce que la société accepte de consacrer énormément de sous à ce que ce monsieur soit là et soit vivant. Et donc, lui-même se posait la question de je pense que quelque part, en me disant ça sous un air un peu de débat Mm. public, Mm. il parlait de lui-même, qui est aussi que ouais, je coûte de l'argent à la collectivité. Et donc, est-ce que c'est rationnel que pour me garder dans l'état dans lequel je suis, est-ce que je peux vous regarder droit dans les yeux en sachant que je vous coûte de l'argent à vous pour me garder en vie? C'est des questions que tout le monde va être amené à se poser, même ceux, et je présume que parmi nos participants, la plupart ne sont pas favorables à l'euthanasie, ne souhaitent pas ça, au moins pour les autres, ou au moins pour être généralisé, mais même si on n'y est pas favorable, la question, elle va se poser, puisque désormais, on fera un choix. Donc je pense qu'effectivement, il y a là un changement Mm. qualifié de civilisationnel, d'anthropologique, quel que soit le terme que l'on veut employer. C'est un vrai changement et c'est quelque chose qui va peser sur tous. Et puis je suis aussi un peu inquiet de penser que ce que l'on qualifie d'éthique, d'autonomie, se résume en fait à une forme d'abandon de l'autre. Mm. C'est-à-dire que, voilà,
vous faites ce choix, bah, vous l'assumez. Et, et, et l'inquiétude que l'on a derrière aussi, c'est tout ce qui est moins explicite que ça. Je veux dire que ce patient déjà qui me parlait, je me suis posé la question rétrospectivement de la façon dont il fallait que je lui réponde. Mais, mais lui-même, quand il vous dit ça, il guette vos réactions. bien sûr. Il se demande si, quand il vous dit ça coûte beaucoup d'argent de garder quelqu'un comme moi en vie, il me le dit pas comme ça, il le dit pour les autres, mais il le dit pour lui aussi. Bah, quelque part, explicitement ou pas, il regarde Mm. comment vous réagissez. Si vous opinez, ou si non, vous dites c'est pas le sujet, c'est pas la question, et j'ai peur que dans une société qui affronte le mur du vieillissement, qui en plein débat budgétaire n'a pas des budgets formidables, la pression ressentie, on n'a même pas besoin de l'exercer, la pression ressentie par les Mm. personnes malades en fin de vie soit telle que quand vous êtes dans cette situation où vous n'êtes pas comme nous trois, je présume pas de tous les participants, mais comme nous trois, a priori en bonne santé, en pleine possession de ses moyens, pas forcément isolés, etc. Donc on a les ressources pour s'opposer à ça. Mais quand vous êtes faible, quand éventuellement comme un certain nombre de patients, dont celui qui me parlait, vous êtes célibataire, isolé, etc., que vous vous posez aussi cette question-là, eh bien, d'une loi de liberté, c'est une forme d'oppression Mm. que vous allez finir par ressentir. Merci beaucoup, Erwan. Alors, on a commencé, je pense, à l'aborder, mais ça n'est pas le seul sujet. On voit que, évidemment, l'Église s'oppose à cette loi. Euh, Ça n'est pas la seule. Il y a de nombreuses voix, d'autres religions, d'autres philosophies, etc., qui s'élèvent contre ce projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être d'abord Erwan et ensuite Jeanne, pourquoi on entend ces voix-là? Quelles sont les différentes justement visions, les différentes euh, raisons d'opposition à cette loi? Il y a notamment, on a commencé à l'effleurer, mais le fait de présenter cette loi comme une loi de fraternité qui a pu choquer beaucoup de personnes, beaucoup de, voilà, de religions, de communautés, de philosophies. Quels sont en fait un peu l'état des lieux des opposants et des arguments de ces Hmm. opposants à la loi? Alors, sur le plan religieux, je dirais que euh, comme souvent, les catholiques sont les plus audibles, les plus vocaux, en même temps soucieux de ne pas confessionnaliser le sujet. Mm. Les évêques font attention à ça. Certains leur reprochent de ne pas avoir une prise de parole plus pas véhémente, mais enfin, voilà, c'est l'idée. Je pense qu'ils font très attention au fait de ne pas accentuer l'idée que l'opposition à l'euthanasie soit exclusivement religieuse. Ouais. Mais néanmoins, heureusement qu'ils sont là parce que je crois que, comme souvent pour les musulmans, ça n'est même pas un sujet. Ça, je ne veux pas généraliser à tous les musulmans, hein, mais globalement, le sentiment que j'ai, c'est que pour eux, de toute façon, c'est encore un débat d'une société dans laquelle ils ne se reconnaissent pas complètement. Et pour eux, de toute façon, la vie, c'est Dieu qui la donne, c'est Dieu qui la reprend. On n'aura rien contre cette idée-là. Et donc, basta, c'est pas vraiment le sujet. Les Juifs sont peu audibles. Euh, je, je- le grand rabbin Haïm Corsia a été enfin, un peu varié, commençant par dire que le projet de loi ne créait pas un droit nouveau, que ça n'était qu'un prolongement de ce qui existait. Je crois comprendre que ça a dû susciter des remous
interne, ce qui fait qu'il a changé de position et qu'il est davantage dans l'opposition. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a aussi une opposition. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux peuvent aller voir un compte qui est jusqu'au bout solidaire, qui focalise sur l'opposition de gauche à l'euthanasie, une opposition de gauche dans laquelle, enfin, dans les motivations de laquelle je me retrouve totalement, qui est effectivement la crainte que ce sujet soit imposé, enfin, que l'euthanasie pèse essentiellement sur des personnes faibles, les personnes sans ressources, les personnes qui Ouais. n'ont pas accès aux soins. Euh, donc ça, c'est un vrai sujet. C'est aussi un sujet pour les militants de la cause handicapée. Euh, et l'une des choses que je lis le plus, c'est que certains disent, ben, ça nous est souvent arrivé, peut-être pas à tous, mais ça nous est souvent arrivé, dans la queue d'un supermarché ou quelque chose comme ça, d'entendre, moi je préfère être morte que d'être dans cet état-là. Et, euh, et ça les inquiète de se dire qu'est-ce qui va se passer, parce que derrière, les soignants ne sont pas tous dotés d'un regard humaniste, ne sont pas tous nécessairement attentifs à la personne, mais peuvent aussi avoir les sentiments que tout le monde peut avoir d'angoisse, de rejet, de projection, etc. Enfin, tout ce qui fait qu'on n'a pas envie d'être dans la situation de la personne dont on s'occupe. Et donc, voilà, il y a aussi cette opposition-là qui est intéressante et qui existe. Jeanne, votre regard justement sur les oppositions et les arguments qui peuvent être donnés euh, contre Moi, ce projet de loi. j'étais assez touchée dans le débat de voir à quel point sur un sujet quand même aussi important et qui touche autant à l'humain, il pouvait y avoir un débat qui était très transpartisan. Même si on a vu quand même une majorité de voix contre ce projet de loi à droite et beaucoup moins à gauche, il y a quand même eu des voix très fortes à gauche où moi j'ai vraiment redécouvert le vrai courage politique de certaines personnalités de gauche comme Pierre Dharréville, Dominique Oui, exactement, j'allais le citer tout à fait. Jean Bouvet qui est maintenant au gouvernement, qui est centriste, mais enfin voilà, des gens qui ont vraiment eu le courage, alors qu'ils Mm, étaient tout seuls et qui sont encore tout seuls dans leur parti politique, de vraiment avoir un discours qui pour eux était aussi profondément de gauche. Enfin, et mm, je me retrouve, comme disait Erwan, pareil, parfaitement dans cette vision-là, de se dire en fait, c'est tout sauf un projet fraternel. Et puis avec aussi la vision que nous on a, où en fait, nous, les soignants de soins palliatifs, si on est là et comme d'autres soignants d'autres spécialités, c'est que on veut tenir cette promesse du non-abandon, de dire à chaque personne, et aujourd'hui, c'est le message de la loi aujourd'hui, que la loi renvoie, la loi Leonetti, la loi Claes-Leonetti, Heu, c'est, heu, c'est vraiment, ce message de dire, «Vous comptez pour nous, vous avez de l'importance pour nous et on fera tout pour mm, vous soulager quoi qu'il en coûte mais on vous laissera pas tomber». Et le message de l'euthanasie, c'est le message inverse, c'est le message ultralibéral, de dire: «Mais en fait, si, pour vous, votre vie, elle a plus d'importance et que c'est trop difficile, et ben, allez-y. En fait, ça nous importe peu», entre guillemets. Donc, en fait, il y a effectivement, il y a pas mal de personnalités, en tout cas politiques, qui ne se retrouvent pas dans ce message-là mais qui vraiment sont seuls et donc moi j'insiste pas mal sur vraiment je trouve le courage qu'ils ont de se lever, mm. de faire porter notre voix et qui est aussi très encourageant pour et qui nous aide nous au quotidien de se dire il y a, on a encore des personnes qui portent notre voix et qui nous aident. Merci beaucoup, Jeanne. Oui, en effet, j'invite notamment les participants à regarder l'une des interventions de Pierre Dharréville, le député communiste, voilà, qui reprenait bien aussi vos propos, Erwan, avec en effet un certain courage dans l'hémicycle. Alors, Jeanne, peut-être pour continuer sur les soins palliatifs, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail en quoi ça consiste, les soins palliatifs, de manière voilà, détaillée? Euh, Qu'est-ce que ça permet de faire pour les patients? Quelles sont les limites aussi auxquelles vous pouvez être confrontés dans cet accompagnement des personnes en fin de vie? Et peut-être aussi, alors on parle beaucoup aussi d'un chiffre qui est que
moins de 50% des Français peuvent avoir accès à ces services de soins palliatifs. Donc, peut-être aussi nous dresser un peu une sorte d'état des lieux des soins palliatifs en France. Les soins palliatifs, on a tendance à penser à associer soins palliatifs à fin de vie et de penser que les soins palliatifs, c'est que la fin de la vie. Et c'est pas vrai, c'est une fausse idée. Les soins palliatifs, c'est la médecine qui accompagne la maladie grave qu'on peut plus guérir. Donc, c'est à partir du moment où on a une maladie incurable, on met en place des soins palliatifs, mais les soins palliatifs vont et fonctionnent très bien en même temps que des soins curatifs. C'est une autre manière d'accompagner et de voir l'accompagnement et la prise en charge des patients, qui est dans une vision, de l'accompagnement global et de la prise en charge globale de la personne. Souvent dans tous les services, on s'attache à un or à soigner un organe, à accompagner une pathologie. Nous, on s'attache à prendre en charge une personne, donc effectivement avec, d'un point de vue physique, avec, cette maladie, qui les condamne à plus ou moins court terme, mais aussi, sur, l'aspect, psychique, social et spirituel. Donc vraiment en se disant qu'on aura beau, par exemple dans le traitement de la douleur, on aura beau mettre tous les traitements antalgiques, les plus puissants du monde, si on s'attache juste à mettre des traitements antalgiques sans se préoccuper de peut-être une situation sociale qui est dramatique, le fait que ce soit une jeune maman qui ait des enfants, où en fait le jour où elle va mourir, elle ne saura pas quoi faire de ses enfants. En fait, si on ne prend pas cet aspect-là de la souffrance en compte, on n'arrivera jamais à soulager, nos patients, convenablement. Et donc pour, accompagner de cette manière-là les patients, les soins palliatifs, c'est une médecine qui s'exerce en équipe pluridisciplinaire, donc avec, des infirmières, des médecins, des aides-soignantes, mais aussi des kinés, des art-thérapeutes, des psychologues, enfin vraiment tout un panel de professionnels qui ont tous des compétences différentes, mais qui sont mises, au service d'un objectif commun qui est de soulager, d'accompagner les personnes. Et la spécificité des soins palliatifs, c'est aussi qu'on travaille, et on accompagne les patients avec des bénévoles d'accompagnement comme Erwan. Et je trouve que qui est vraiment, un message, là aussi, hyper, complémentaire et hyper important. Nous, on est des soignants, on est là, parce que c'est notre boulot. Et ben, en fait, les bénévoles, enfin Erwan, il le dira mieux que moi, mais moi, je suis très touchée par, le message derrière qui est porté par, la présence des bénévoles dans notre service, qui est vraiment, la société qui vient dire à nos patients: «Vous êtes là et vous avez de l'importance pour nous». Et tout à l'heure, Erwan, quand tu parlais de ce patient avec qui te parlait de, enfin voilà, de combien il coûtait, moi je trouve pas ça anodin qu'il t'en parle à toi et qu'il m'en ait pas parlé à moi. Enfin voilà, parce que, nous on reste des soignants, et en fait derrière il y a vraiment le côté de la société civile qui a un message hyper fort et donc, voilà, il représente, vraiment quelque chose. Donc c'est vraiment une spécificité des soins palliatifs qui est vraiment importante. Et et donc les soins palliatifs, ils s'exercent à la fois en unité de soins palliatifs, donc comme là où je travaille, donc où on a globalement, 80 de nos patients, qui vont décéder dans notre unité parce que c'est vraiment beaucoup de prise en charge de fin de vie complexe. Même si on a aussi, on accompagne aussi, des patients qui viennent pour des séjours de répit, notamment dans le cadre, de maladies neurodégénératives comme la maladie de Charcot. Mmh. C'est des patients qu'on prend en charge, quand même très régulièrement. Et aussi donc du coup, ça c'est les soins palliatifs qui s'exercent, à l'hôpital dans des services, du coup, d'oncologie, de cardio, de neuro, donc des patients qui sont pas forcément en fin de vie aussi et donc avec une prise en charge plus précoce et qui a aussi pour objectif alors d'améliorer le confort des patients avant qu'ils soient en fin de vie et donc d'avoir vraiment 2 visions, qui sont complémentaires et puis aussi d'éviter cette espèce de bascule, d'un coup, on vous passe en soins palliatifs et ce qui arrive, quand même, hyper souvent, c'est presque notre quotidien d'avoir des patients qui nous disent, «Bon, bah, voilà, maintenant on m'a passé en soins palliatifs, et donc c'est la fin, il y a plus rien à faire». Et alors que non, le message, nous, notre message, il est complètement inverse. C'est de dire, en fait, il y a encore plein de choses à faire, il y a presque encore tout à faire. Et donc c'est vraiment, aussi la mission des soins palliatifs précoces d'essayer que justement le jour où il y a plus du tout de soins curatifs, que même certains patients, du coup, vont quitter leur service pour venir en USP, que ce soit pas, d'un coup, qu'ils passent du blanc au noir et que d'un coup ce Mmh. soit, voilà, juste là à attendre la mort. Donc il y a vraiment, une grande mission et sur l'état des lieux des soins palliatifs. Aujourd'hui, donc je vous le disais, au début, on a quand même un retard, enfin un problème dans la prise en charge de nos patients qui est
voilà, ce chiffre de quasiment un patient sur 2 qui n'a pas accès à des soins palliatifs, vraiment faute de moyens et aussi une méconnaissance des soins palliatifs qui est énorme. En médecine, c'est juste quelques heures dans tout le cursus de médecine, quand même, de presque 10 ans pour la plupart des médecins qui sont consacrés aux soins palliatifs, alors que quasiment tout médecin sera confronté, à des situations de fin de vie. En école d'infirmière et d'aide-soignante, il y en a un petit peu plus, ou en tout cas la proportion est plus grande, mais malgré tout, ça reste quand même, enfin voilà, vraiment, assez fin. Et donc, à partir du moment où même les soignants eux-mêmes ne savent pas ce que sont les soins palliatifs, enfin voilà, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et donc, ça amène aussi à des situations compliquées où en fait, la question de l'acharnement thérapeutique, voilà, c'est quelque chose qui est absolument pas connu, dans les équipes soignantes. Donc, enfin voilà, c'est des situations auxquelles on est aussi beaucoup confrontés. Et voilà, donc il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et Mm. vraiment, les soins palliatifs, c'est aussi une culture, enfin, c'est juste une manière d'appréhender les choses, de prendre en charge les patients. Et à mon sens, moi, la vision des soins palliatifs, elle sauverait l'hôpital, enfin, sans que tout le monde devienne un professionnel de l'accompagnement des personnes gravement malades, rien que de repenser le soin, de repenser la manière d'accompagner les patients, de s'attacher pas juste à une maladie, mais à une personne qui a Mm. une famille, qui a une histoire de vie, qui a une spiritualité. Enfin voilà, en fait, à mon sens, ça sauverait l'hôpital. Donc c'est peut-être très, très utopiste, mais en tout cas, voilà, il y a encore beaucoup à faire et l'état des lieux est quand même très alarmant. Mm. Merci. Oui, je comprends. Alors, pour aller un peu plus loin, euh, je voudrais vous entendre sur ce qui se joue en fait dans la souffrance, dans la maladie, dans la fin de vie et dans l'approche de la mort. Alors, sans forcément d'angélisme, mais voilà, en disant aussi vraiment ce qui peut se jouer chez les patients, de l'ordre de la fraternité aussi, des liens d'amour, d'amitié, de dignité, de retour à l'essentiel, de parler de spiritualité, voilà, de prière. Qu'est-ce qui se joue dans ces moments-là, dans l'accompagnement qui dépasse bien évidemment le cadre médical, et c'est ce que vous disiez, en fait, c'est qu'on accompagne une personne dans toutes ces dimensions. Voilà, quel est votre regard là-dessus? Je pense que c'est important quand même de redire que, la maladie grave et la fin de vie, c'est un drame monumental et que c'est profondément triste. Voilà, et je trouve que de temps en temps, je me permets aussi de le dire ici parce que je trouve que aussi dans le milieu catho, on peut beaucoup entendre un peu un discours, hem enfin voilà, de beaucoup d'espérance qu'évidemment moi c'est ce qui me porte dans mon métier, mais un peu en oubliant et en tout cas en occultant un peu, le drame qui se joue. La mort ça reste un drame, ça reste quelque chose, d'horrible et une souffrance, voilà je pense que la séparation terrestre est extrêmement difficile donc voilà, il y a vraiment, quelque chose des choses qui sont très difficiles. Nos patients, ce que tu disais Erwan au début, nos patients, ils ont des moments où ils sont profondément tristes, en colère, dans une souffrance psychique et dans une souffrance existentielle qui est majeure parce que, mais moi-même, je pense que plus je travaille en soins palliatifs, plus mon angoisse de mort, continue de grandir. De dire, en fait, je pense que le jour où on arrive face à ce mystère qui est immense, en fait, évidemment qu'on angoisse et qu'on se pose plein de questions. Pour autant, moi, je suis très frappée de voir à quel point, nos patients sont pleinement vivants et que, malgré, toute la douleur qu'il y a, toute la tristesse, toute l'angoisse, nos patients, ils sont vivants et de temps en temps même plus vivants que nous qui sommes bien portants. Il y a quelque chose de la pulsion de vie qui côtoie toujours la pulsion de mort. Enfin voilà, c'est toujours des émotions qui sont en dents de scie et notre boulot, c'est de vivre l'instant présent pleinement avec nos patients. De dire: «Bah, quand c'est triste, on est triste avec vous et en revanche, quand vous vivez un moment, joyeux, il y a un moment de vie avec votre famille, avec, voilà, bah, on le vit profondément avec vous». Donc c'est des moments, vraiment d'une intensité extrême. Je trouve qu'on vit des journées qui sont, hyper intenses tout le temps. Moi, de manière perso, ce qui nous aide aussi beaucoup pour les soignants, c'est d'avoir une équipe autour et je pense que les bénévoles, c'est la même chose. C'est de se dire qu'on n'est pas tout seul confronté à ces situations, même quand elles sont très belles. Enfin, en fait, elles restent pleines d'émotions. On est quand même toujours, plusieurs et ça aide beaucoup. Mais oui, il y a des moments on vit des instants d'éternité quand même, vraiment très beaux,
des réconciliations qui arrivent. De temps en temps, elles arrivent pas, mais quand elles arrivent, c'est quand même très Mmh. beau. Des gens, je trouve que rien que de se poser la question de quel est le sens de notre vie, moi j'ai vécu de toute ma vie de cette manière-là et en fait, là, je me repose un peu et je me dis: «Mais qu'est-ce qui finalement est vraiment important quand on arrive à la fin de sa vie?» C'est d'une richesse, qui est extrême et je trouve que pour revenir aussi faire le parallèle avec le projet de loi, c'est aussi, ce projet de loi, il a une méconnaissance totale du terrain et c'est ne pas avoir conscience que quand on est dans des moments d'extrême fragilité, quand on arrive à la fin de sa vie, on vit, des émotions qui sont tout le temps en dents de scie et tout le temps hyper Mmh. Mmh. différentes et que, quand on a mal ou quand on attend la visite depuis 3 jours de son meilleur ami et qu'il vient pas, mais effectivement, on a il y a ça a pas de sens, quoi. On préférerait mourir, plutôt que de vivre ça et par des trucs qui, de temps en temps, sont minus. Moi, il y a pas longtemps, on avait un patient qui adorait, qui pouvait plus manger et donc du coup, à qui on parce qu'on a une aide-soignante qui fabrique des sorbets maison. Truc tout simple, hein, donc elle avait trouvé un sirop à la goût barbe à papa et donc on avait fabriqué des sorbets goût barbe à papa et ben, en fait, lui, ça a illuminé ses journées d'avoir, tout le temps et il en demandait, je pense 15 par jour, mais d'avoir, ces sorbets qu'il pouvait prendre et en fait, ça lui faisait du bien et il était content et en fait, il pouvait reprendre quelque chose dont il avait fait le deuil parce qu'il pouvait plus rien manger. Donc de temps en temps, ça et en fait, quasiment même souvent, je dirais, on a tendance un peu à parler des trucs un peu dingues. Alors je peux vous Mmh. parler des patients qui se sont mariés à Jeanne Garnier, c'était complètement dingue, mais en fait, souvent, moi, je me rends compte que les petites victoires et les petits moments d'éternité, ils passent par des toutes petites choses, des choses super Mmh. simples, de s'être assise à côté d'un patient et d'avoir eu le temps de parler, moi je joue de la guitare et quand on voilà, c'est tout simple, on se fait un moment chanson avec les patients et les soignants. C'est méga simple, ça dure, 3 minutes, mais en fait ça vient illuminer quelque chose parce qu'on vient vivre tout simplement des sorbets, des effleurages avec, des huiles d'aromathérapie qui sentent bon, enfin voilà. C'est vraiment la médecine, les soins palliatifs, c'est la médecine des tout petits riens. Mmh. C'est vraiment ça, c'est à la fois, d'une grande expertise médicale qui nous permet de bien soulager nos patients aujourd'hui et à la fois des toutes petites choses du quotidien qui rendent la vie plus douce. Pas moins grave, mais un peu plus douce. Mmh. Mmh. Merci beaucoup, Jeanne, pour ce beau témoignage. Alors, peut-être plus personnellement, est-ce que votre expérience, professionnelle, votre engagement, votre foi aussi peut-être vous apporte, dans votre rapport à la mort et à la souffrance, quelque chose de différent dans votre vision de la dignité humaine et de la protection des plus vulnérables? Vous l'avez un petit peu abordé et voilà, j'aimerais bien vous entendre, là-dessus. Je pense que ma foi et mon éducation aussi ont fait que j'ai toujours, été sensible à la question de la vulnérabilité, de la fragilité des autres, et c'est pour ça que j'ai choisi de devenir infirmière, encore plus pour ça que j'ai choisi d'aller travailler en soins palliatifs. Effectivement, ma foi, elle me porte au quotidien et je suis souvent très admirative et d'ailleurs, je leur dis de mes collègues qui n'ont pas la foi, parce que, confrontés à l'insupportable, on a quand même, beaucoup de gens, enfin jeunes qui meurent, des situations qui sont dramatiques et qui sont révoltantes. Moi, j'ai fait le deuil de me poser la question du pourquoi, parce que je sais qu'on l'aura jamais. Hem, et donc du coup, tout de suite, même si ça n'enlève pas les moments de révolte et je pense que la colère est aussi un bon sentiment. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois de me mettre en colère, devant Dieu en me disant: «Mais c'est» et peut-être aussi dans ma vie perso de dire: «Mais comment c'est possible qu'il se passe ça?» N'empêche que je l'ai quand même, évincé en plutôt en la transformant en l'action du comment, plutôt que du pourquoi, mais plutôt du comment. Comment on va arriver à vivre comme ça? Comment est-ce que la foi peut nous aider? La question enfin, je pense que ce qui me porte tous les jours, c'est l'espérance, qu'on a, l'espérance du ciel, de me dire que, chaque personne qu'on a accompagnée et qui meurt, enfin voilà, on est quand même confronté, à la mort, de manière presque quotidienne. C'est toujours, triste et dramatique, mais pour moi, c'est pas une fin. Et c'est quand même tellement consolant de se dire en fait, il y a quelque chose après et Mmh. les patients ils partent, enfin voilà, ils partent vers le ciel et en tout cas moi ça m'aide beaucoup et ça me console beaucoup. Hem, Dans mon rapport à la mort aussi forcément ça l'a changé. Après ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je pense que je
là où au début, je me disais, c'est bien de travailler en soins palliatifs, ça va me faire moins flipper du jour où moi je vais mourir. Je pense que pas du tout. Au contraire, on se retrouve, on est confronté en permanence à ce mystère de la mort qui, malgré l'espérance qu'on peut avoir du ciel après, ça reste un mystère immense de qu'est-ce qui se passe vraiment au moment où on meurt. Et donc, moi, je pense que plus ça va et plus je me dis en l'intellectualisant que c'est quand même vraiment absurde et vraiment très mystérieux et qu'on a très peu de réponses. Euh, mais en tout cas, je pense que j'ai aussi la chance de vivre, ma foi de manière très concrète et de sentir, vraiment Jésus qui s'incarne, de manière, presque palpable dans chacun de nos patients, dans ces corps qui sont, de temps en temps, extrêmement abîmés, délabrés et moi j'ai souvent cette image pardon de Jésus, pendant sa passion avec ce corps qui était, complètement, déchiqueté et de temps en temps de le retrouver chez nos patients et je me dis: j'ai de la chance de presque pouvoir, toucher de temps en temps le corps du Christ. Alors c'est peut-être un peu, complètement illuminé, mais voilà, ça m'aide et pour autant, voilà, pour autant, ça n'enlève pas toutes les questions, et moi, je suis très admirative de voir qu'il y a pas que des cathos qui sont en soins palliatifs, que que derrière, nous, on a cette foi qui nous porte en plus et qui, je pense, nous aide, mais que derrière, c'est aussi juste des valeurs, hyper humaines de fraternité, de l'attention aux plus vulnérables. Je pense que, tous les soignants, en tout cas, tous les soignants avec qui je bosse l'ont. Et moi, je trouve ça très beau de voir à quel point notre humanité intrinsèque qu'on a tous en nous, peut nous amener à, voilà, servir, de manière égale en ayant, des histoires de vie et des voilà, des manières de penser qui sont très différentes pour autant. Mmh. Merci beaucoup, Jeanne. Erwan, vous avez parlé, et Jeanne l'a mentionné aussi plusieurs fois, votre expérience de bénévole. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur justement comment vous la vivez, en quoi ça consiste aussi, peut-être aussi de manière concrète, voilà, ce que ça apporte, ce que ça entraîne chez vous? Alors déjà, je dirais dans la foulée de ce que dit Jeanne que nous sommes enfin, je suis un bénévole d'accompagnement. Il y a là où je suis et dans d'autres établissements des bénévoles d'aumônerie. Donc d'un certain Mm. côté, je ne parle pas de l'évangile, mais j'ai le sentiment de le vivre. Euh, voilà, Matthieu 25. Je visite les malades, aimez-vous les uns les autres. Je pense que, il y a dans ce que nous vivons en soins palliatifs euh, de la fraternité, mais il y a de l'amour. Il y a des moments, bah, je vois de temps en temps, avec le temps, où on s'intègre davantage comme bénévole avec l'équipe des soignants, de temps en temps, je vois des soignants, parce qu'on nous demande généralement de sortir quand les soignants rentrent, et puis de temps en temps, bah, quand les soins à apporter ne nécessitent pas qu'on sorte, et il m'est arrivé de rester. Et ce à quoi j'assiste, bah, je trouve qu'il y a plus que du professionnel, il y a plus que de la compétence. Et il y a quelque part de l'amour, c'est pas de l'amour amoureux, mais c'est de l'amour de l'autre. Moi, ce que je vis, ben, c'est, oui, par moments, je ressors de ma demi-journée d'accompagnement, j'ai aimé. Euh, et, euh, et quand on me dit ça n'est pas trop dur, j'ai des parents qui sont un peu effarés par le fait que je fasse, que je sois bénévole en soins palliatifs, qui pensent que ça va me troubler, que ça va me perturber, que c'est voilà, que c'est trop dur. Ah, je leur dis, moi non, je suis désolé, mais enfin, je suis pas désolé. Mais quand je sors de ma demi-journée, je suis parfois, oui, troublé. Enfin, je panique, il y a des moments qui sont un peu difficiles, des personnes avec lesquelles on a eu un certain attachement et la nouvelle du décès nous fait nous fait de la peine. Mais j'ai surtout eu l'occasion d'être présent auprès de quelqu'un
de l'aimer. Et en fait, j'espère que ça lui a fait du bien, mais je sais que ça m'en a fait. Et donc, j'espère que c'est réciproque. Et moi, mon rôle de bénévole, alors, en fait, j'y suis arrivé. On pourrait penser que j'ai mis la charrue avant les bœufs parce que j'ai écrit un bouquin, et puis en cours d'écriture du bouquin, je me suis dit, c'est pas cohérent ton affaire. Tu peux pas continuer à parler du sujet et de pas le vivre. Et puis aussi parce que j'ai rencontré, je suis allé dans des unités de soins palliatifs dans différents coins de France, et j'ai apprécié, j'ai admiré, j'ai été ému par ce que disaient des soignants. Je me souviens d'une infirmière à Gardanne, un établissement emblématique qui s'appelle La Maison, et qui était bouleversée par la douleur du père d'une patiente. Et ça m'avait beaucoup touché de voir que en soins palliatifs, on s'occupait pas uniquement du patient, mais on prenait en compte les proches. Moi, en tant que bénévole, au début, quand je suis arrivé, on m'a dit on s'occupe autant des patients que des proches. Alors, pour caricaturer, je dirais, ça m'a un peu saoulé. Je- Moi, j'étais venu voir les patients, les proches, bof. Ben, en fait, ça devient tellement naturel quand vous êtes là. Vous avez, il n'y a pas si longtemps, je me suis occupé d'un petit garçon. Enfin, un petit garçon, non, c'est pas un petit garçon. D'ailleurs, je l'ai appelé jeune homme, ça lui a fait plaisir, mais il avait 14 ans, dont le père était en train de mourir. Enfin, enfin, le père est mort quand j'étais avec le garçon dans le couloir. C'était évident que ma place était là. J'ai proche ou patient, on est là pour s'occuper de tous. Euh, et donc, voilà, mon rôle va à la fois du patient, et le patient, parfois c'est rien, quasiment rien. Il m'arrive de rentrer dans une chambre juste pour déplacer. Il y a des plateaux un peu roulants sur lesquels on peut poser des affaires, le plateau repas, etc. Bon, bah, quand je vois qu'il est hors de portée du patient, hier j'ai vu un patient qui se dépêtrait entre le fil de la sonnette, le fil de la perfusion, le fil de machin. Je suis rentré, je lui ai demandé si tout allait bien, et puis en fait, il avait juste un problème parce que quand il se retournait, il perdait la sonnette, donc il voulait essayer de la disposer d'une façon où, où elle dit, enfin, il y est accès. Bon, c'est juste un petit service. C'est trois fois rien. Et à des patients, je les emmène dans le jardin. Et, euh, et j'ai été une fois hyper touché parce que j'aimais bien cette patiente qui avait tout de la drama queen en fin de vie. Parce que quand j'étais arrivé, que je l'ai vue, elle voulait qu'on l'euthanasie. Là, c'était pff, il n'y a plus rien à faire dans ce monde, etc. Et puis bon, les soignantes étaient au courant, l'ont mise sur son fauteuil roulant. Puis moi, je l'ai poussée dans le jardin. Et ce que j'aime aussi, c'est que parfois, c'est une expérience d'humilité parce que elle a complètement changé d'état d'esprit. On a vu les arbres. En plus, à Jeanne Garnier, ils ont l'intelligence de mettre le nom des essences d'arbres sur les troncs, comme ça, moi qui n'y connais rien, je peux leur dire ce que c'est comme arbre. Et elle était exubérante derrière. Elle disait, qu'elle était juive, donc elle me disait, vous accomplissez une mitzvah, Elohim vous le rendra. Et puis quand on est revenu, la salle de soins, enfin des soignants, est vitrée. On est passé, voilà, on a défilé devant la salle des soignants. Elle faisait un petit coucou à tout le monde, elle avait un sourire. Mais c'est pas grâce à moi, enfin si grâce à moi parce que j'étais les deux bras qui poussaient le fauteuil roulant. Mais je lui ai rien dit, elle me voyait pas et elle m'entendait pas. Donc en fait, voilà, quand on dit parfois j'ai été l'instrument de quelque chose, bah là, oui, j'étais physiquement la personne qui pouvait la pousser. Euh, ce qui est parfois, enfin, je voudrais quand même dire, parce que peut-être que certains se posent cette question du bénévolat. Moi, au début,
Je voulais pas parce que en fait, quand je vois des personnes malades, je me sens très bête, pour pas dire pire. Je sais pas quoi leur dire. J'ai l'impression que quoi que je dise, ce sera toujours à côté de la plaque. Euh, et, euh, et je l'avais d'ailleurs un peu dit. J'avais rencontré Marie de Henzel en préparant mon livre et elle m'avait dit non mais je lui avais dit je crois je suis pas fait pour ça. Elle m'a dit mais tout le monde est fait pour ça. Euh, on a besoin de tout le monde avec son état d'esprit personnel, sa façon d'être. Si un patient va m'apprécier, il appréciera peut-être pas le bénévole d'à côté, et inversement. Peut-être qu'il me dira jamais rien à moi parce que ma tête ne lui revient pas, parce que ma façon d'arriver dans sa chambre l'a indisposé, parce que voilà, mais il parlera à celui d'à côté. Euh, et, et en fait, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que j'ai toujours peur de dire une bêtise, mais quand vous êtes bénévole, votre rôle, c'est de vous taire et d'écouter l'autre. Donc, globalement, quand je ne parle pas, je dis moins de bêtises. Et en fait, c'est aussi quelque chose, on a des formations régulières. La prochaine formation que j'ai à faire, c'est une formation sur le silence. Donc, c'est quelque chose aussi. Bah, en fait, même hier, je l'ai un peu mise en place. J'ai eu une formation sur l'écoute active. Bah, simplement, parfois, vous avez voilà, quelqu'un qui vous pose des questions. Là, c'est un homme qui me demandait, est-ce que quand on arrive ici, les gens que vous rencontrez, est-ce que c'est pour eux un lieu d'espoir ou un lieu d'angoisse? Euh, et, et en fait, faut pas se précipiter à répondre, d'une part, parce que bah, enfin, c'est arrangeant, parce que j'aurais peut-être dit une ânerie, Mm. mais parce qu'en fait, il réfléchit à voix haute, et moi, je ne suis pas là pour essayer de lui apporter euh, des réponses qui seront potentiellement pas les bonnes, qui seront les miennes éventuellement, mais qui ont toutes les chances d'être décalées par rapport à ce que lui vit. Et donc, il ne s'agit pas juste c'est la caricature de l'écoute active, de répéter ce qu'il a dit sous forme interrogative. Il faut être un peu plus fin que ça. Mais, euh, mais en fait, par moment, on est juste là pour permettre aux patients de vivre ces questionnements, de les énoncer à voix haute, nous, on les relance un petit peu et donc de poursuivre leur questionnement. Et la dernière chose à laquelle je pense, c'est que j'avais lu dans un livre sur l'accompagnement en fin de vie, et de mémoire, je crois que l'un des auteurs s'appelle Destremaux, et il y a un chapitre dont le titre est Le mythe du prophète. Et j'ai trouvé que c'était une expression assez juste, c'est-à-dire que la personne en fin de vie n'est pas en soi un prophète. Elle nous révèle pas le sens de la vie, le sens de la mort. On ne va pas nécessairement nous donner des pensées métaphysiques. Et c'est ainsi. C'est, euh, on ne vient pas, en fait, on ne vient pas auprès d'un patient pour qu'il nous aide. Mm. Il se trouve que, évidemment, il y a des choses qui se bousculent en nous. On n'est pas après quelques temps de bénévolat le même qu'au début, mais, mais on vient pour lui et effectivement pour l'accompagner. Donc on est à ses côtés, on est à son rythme et, et on essaye oui, de l'aider en ce sens-là, mais à la fois évidemment que ça résonne avec nos questionnements, mais on n'est pas là pour chercher des réponses. Mm. On Mm. trouvera peut-être, mais voilà. Et, et oui, je pensais quand même à une dernière chose sur le fait d'être sur notre foi. Est-ce que ça apporte, ce que ça motive, moi, ce qui me frappe, je pense que on nous dit souvent, ah oui, mais de toute façon, pour vous les cathos, la vie est sacrée, donc on ne peut pas y toucher, etc. Mais ça, c'est de la religion.
Bon, soit, mais moi, ce qui me semble motiver davantage la chose, c'est la dignité véritablement de la personne, c'est-à-dire la dignité inaliénable, le fait que, ben, quelque part, euh, quand on a été, quand on a vécu avec des valeurs chrétiennes, l'autre est toujours digne. Euh, la question se pose pas. C'est parfois un peu plus un combat. Je pense à un patient que j'ai vu récemment dans le service de Jeanne, qui était à moitié dévêtu, allongé sur un matelas au sol parce que sinon il tombait de son lit, etc. Et bah oui, parfois c'est un peu plus, ça sollicite davantage, hein, un peu comme quand on rencontre un SDF qui sent très mauvais, etc. Ouais, ça nous pose un peu plus la question, mais on a tous entendu le fait que le Christ était là derrière. Et je pense que fondamentalement, même si on n'a pas une démarche absolument spirituelle, on a ça en tête, que le Christ est là chez les plus petits, chez les plus faibles, chez les plus démunis, dévalorisés, etc. Et, et je pense que ça nous aide à ne jamais abdiquer l'idée de la dignité de l'autre. Et donc, c'est pas une question pour nous, ce qui peut, pour certains, être une question. Et effectivement, ceux qui ont le droit de mourir dans la dignité ont tendance à considérer que certains sont indignes. Bon, ben, Ouais. je pense que ça nous traverse plus difficilement l'esprit. Mais je veux juste rebondir, Erwan, sur ce que tu Oui. dis, parce que je pense que effectivement, c'est profondément vrai, cette question de la dignité complètement inaliénable, pardon, mais que cette vision, elle est partagée par nos collègues qui ne sont pas cathos. Mais parce Mhm. que quand on rentre dans le regard profond de ces patients qui, c'est vrai pour certains, sont tellement meurtris dans leur corps, sont tellement maigres, enfin voilà, on pourrait se dire, mais c'est pas possible, ils sont pas dignes. Mais quand on rentre dans le regard, quand on touche avec nos mains, quand on prend soin de ce corps, ou juste en prenant une main, euh, il y a quelque chose, on se dit, mais effectivement, il n'y a même pas de question à se poser, ils sont dignes de vivre. Et c'est quelque chose qui est difficile à expliquer avec des mots, enfin, en tout cas, je trouve pour quelqu'un qui n'est pas philosophe, mais que je pense on vit tous les jours et que c'est pour ça qu'il y a autant de soignants dans les services de soins palliatifs qui sont contre aussi l'euthanasie parce que, un, c'est pas une question du quotidien, mais parce qu'ils ont touché du doigt, parce qu'ils ont vu avec leurs yeux euh, que même dans des états de grande dégradation physique, en fait, la vie valait la peine d'être vécue et que leur vie avait de l'importance et encore plus d'importance surtout et qu'on ne pouvait pas y toucher. Merci beaucoup, Jeanne. Merci, Erwan. Dernière question. Si vous avez, chers participants, des questions vous-même, vous pouvez les poser directement dans le petit onglet questions et réponses. Alors, il est déjà un petit peu tard, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, la dernière question que je voulais vous poser, c'est que en tant voilà, que personne, mais peut-être aussi en tant que chrétien, que scout, on peut se sentir euh, impuissant ou en colère ou désabusé face à ce projet de loi. Euh, il y a eu d'autres lois précédemment, les années précédentes, où on a eu ce même sentiment et où on a l'impression que aujourd'hui, voilà, c'est écrit d'avance, le combat est vain, qu'on ne sait plus trop comment agir, comment réagir. Donc, j'avais envie de vous poser la question, comment vous, à votre avis, nous pouvons, ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons, voilà, la façon dont nous pouvons agir à l'échelle individuelle, chacun de nous, la piste, alors on a évoqué un peu la piste du bénévolat, mais voilà, peut-être il y a d'autres pistes à l'échelle collective. Voilà. L'enjeu aussi au RASO, voilà, je le rappelle, c'est comment on fait pour être fidèle à sa promesse scout, pour être fidèle à la loi scout, comment vivre en chrétien. Et je sens bien, j'entends bien dans les différents euh, témoignages et les échanges que je peux avoir avec des membres de la communauté que cette question de la fin de vie est quelque chose qui interroge, qui bouscule, et où justement on peut se sentir un peu impuissant sur la façon d'agir. Alors, je voulais entendre
vos pistes et vos propositions. Jeanne, Erwan, commence celui qui a envie de se lancer. Moi, je veux bien, Erwan. Moi, Merci. déjà, je voulais dire un truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est que je pense qu'avec Erwan, on fait partie des gens qui ont été quand même très impliqués dans le débat. Enfin, voilà, on a quand même vécu de près et de temps en temps, ça a été très difficile hein, comme débat. Franchement, ça nous a beaucoup bousculé. Moi, le truc que j'ai vraiment dans le cœur, c'est que ce combat, il n'est pas perdu d'avance. Je suis, et je pense pas que ce soit une espérance bénie oui-oui complètement désincarnée, mais on sait que ça, enfin malheureusement, on sait qu'un jour, sûrement, ça arrivera dans notre pays, qu'un jour l'euthanasie sera légalisée. Pour autant, ce qui s'est passé en juin, c'était, complètement inattendu, c'était assez absurde. Le vote devait être fait, 1 semaine plus tôt. Il a été décalé et puis la dissolution est arrivée. Enfin, on s'y attendait absolument pas. Et même avant, moi, je me suis dit: «En fait, ce combat, on peut pas, déjà, nous, parce qu'en tant que soignant, moi, je me suis dit: «Je pouvais pas me regarder dans une glace dans 20 ans et me dire, que je peux peut-être plus bosser parce que, j'ai rien fait pour que cette loi ne passe pas». Mais parce que je pense qu'on se doit de se battre, on se doit de contrer ça parce que c'est une telle atrocité, en vrai, ce qui pourrait se passer, qu'on peut pas baisser les bras et que je pense qu'on peut gagner, en tout cas gagner du temps, ça j'en suis, assez certaine. Hem et puis que même si on perd, on a plusieurs manières de perdre. Soit on perd en s'étant un peu écrasé, en se disant: «Bon, bah, de toute manière, tous les débats, de bioéthique, on les perd tous et bon, bah, ça sert plus à rien». Soit on peut les perdre avec un peu de panache en se disant: «On s'est battu jusqu'au bout». Moi, je me retrouve plus dans la team qui se bat en se disant, enfin voilà, on peut perdre avec honneur, sur le champ de bataille plutôt que d'avoir mis le tapis rouge à nos opposants. Hem, Ouais. donc c'est un peu la première chose. Après, je pense que moi, les choses qui me viennent un peu spontanément, c'est que à la fois, c'est vraiment un débat de société. C'est, évidemment un débat dans lequel les soignants sont beaucoup mis en avant parce qu'on est les premiers impliqués et que, c'est de entre guillemets «de nos patients» qu'on parle. Mais en fait, la question, elle nous concerne, nous tous, elle vous concerne vous tous. Demain, ce sera, votre frère, votre père, votre cousine qui sera confronté à cette question-là et c'est pas effectivement, comme tu le disais, Erwan, c'est pas parce qu'on est, catho qu'on est exempté de cette question-là. Je pense que ça touche vraiment tout le monde. Donc on est pleinement concerné. 2, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Rien que le fait qu'aujourd'hui, dans la société, civile, ce soit des choses la question des soins palliatifs, la question de la fin de vie, c'est des choses qui soient quand même très méconnues. On connaît pas bien les chiffres, on connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants de la loi. Donc je pense que la question de la formation, elle est essentielle, que, nos parlementaires qui vont, voter et discuter, de cette loi, c'est quand même, nos représentants et nos élus. Donc, je pense que d'écrire à ces enfin des choses très simples, mais d'écrire à ces députés, c'est essentiel. En tout cas, moi, je me suis rendu compte que les députés, c'était des gens qui étaient quand même extrêmement proches, extrêmement accessibles et en fait, ils reçoivent un nombre de lettres, de l'ADMD ou de ces autres assos très militantes qui est mais impressionnant et qui est presque quotidien et de la part des opposants, il y a que dalle. Enfin vraiment, on fait un travail, enfin en tout cas je pense que la SFAP fait des choses, mais il y a pas beaucoup de choses dans la société civile et ce sont nos représentants. Donc je pense qu'il y a vraiment une voix à faire entendre auprès de nos parlementaires de manière très simple, simplement en écrivant. Et puis peut-être, quelque chose de aussi très concret, il y a, pour, comment vivre ces questions dans sa vie un peu quotidienne, il y a une formation qui a été lancée il y a maintenant, 1 an, je crois, qui s'appelle Dernier Secours, qui est une formation à destination du grand public sur, l'accompagnement de personnes en fin de vie et qui a un succès, phénoménal, et qui est vraiment une formation, d'une demi-journée ou une journée, je sais plus, qui est donnée par, des soignants et des bénévoles, pour, le grand public. Il y a des gens de tout âge qui viennent. Maintenant, elle est donnée même dans des entreprises, voilà, pour se former de manière très simple à l'accompagnement d'un proche et c'est aussi un peu de casser, ce côté où ça fait très peur et on se dit qu'on peut rien faire et qu'on se retrouve très désemparé. Ça montre qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire et donc voilà, je pense que la question de la formation, de parler avec ces en tout cas en société de ces questions-là, d'interpeller nos parlementaires, ça me semble vraiment essentiel d'écrire. Et ils lisent quand même les courriers ou en tout cas les collabs font remonter, si enfin voilà les choses qui sont dites et que je pense qu'effectivement, en ayant moi-même
prononcer ma promesse et en essayant de la vivre tous les jours. Je pense que cette question, de la fin de vie, elle résonne particulièrement dans le fait de s'engager, voilà, pour son pays, pour Dieu, pour, sa patrie et que je pense que c'est si on veut essayer de sauver un peu la France, ou en tout cas d'essayer de lui faire garder, des belles valeurs, la question de la fin de vie, elle est essentielle. Donc voilà, c'était les petits trucs qui me venaient un peu spontanément. Erwan? Super, merci beaucoup, Jeanne. Erwan, pour compléter? Attendez. C'est bon. Ouais. C'est bon, c'est parce que j'ai Ouais, mon écran qui se met en veille. Ouais, vous m'entendez toujours? oui, Bon, on vous entend. ça va, je vous vois plus, mais c'est pas grave. Moi, je vous dirais que euh, déjà, je pense que il faut avancer sereinement. Euh, la plus grande probabilité, c'est que le texte passe. Ça n'est pas une certitude. Jeanne a raison de dire que en juin, c'était totalement inimaginable qu'il y ait une dissolution. Le vendredi, le député Pierre Dharréville, dont on a parlé, a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché en disant que on était sur une pente glissante et que lui, il arrêtait la glisse et qu'il n'était pas, il ne savait, il ne savait pas euh, aider davantage à faire moins pire. À un moment donné, on a envie de dire, c'est dérisoire. Je ne vais arrêter de discuter de votre projet parce que je suis en train de discuter des modalités qui font du pire au un petit peu moins pire. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut avoir conscience du fait que euh, voilà, des choses peuvent intervenir. On est quand même dans une situation politique très instable, ça peut aussi jouer, mais avancer avec la régularité du métronome, on parle selon notre conscience. Euh, on dit ce que nous avons à dire parce que en conscience, on ne peut pas être d'accord avec ce texte. Et on est minoritaire, on est majoritaire, c'est pas le sujet. On dit ce que l'on croit. Et donc ça, on continue. Il faut dérouler sereinement son bonhomme de chemin, aussi sereinement que possible, parce que je suis d'accord avec Jeanne, par moments, c'est quand même violent. Violent de voir que qu'on se bat avec nos petits moyens quand en face, ils ont ne Ah, serait-ce que France Télévisions. Et que parfois, c'est avec une ignorance absolue du sujet qu'en toute bonne conscience, ils peuvent dérouler ce qu'ils ont à dire. Mais tant pis, il faut continuer d'avancer. Après, moi, je suis assez touché depuis longtemps déjà par une parole du pape François qui disait, qui évoquait cette question de l'hôpital de campagne et qui disait qu'il faut commencer par penser les blessures. Ben, on est peut-être dans une période de l'histoire de la chrétienté, transitoire ou pas, mais où on n'est pas rayonnant, mais où on peut être témoin et où on commence par le bas. On est avec les plus démunis, avec les plus faibles, les plus pauvres, ceux qui sont maculés de boue, ceux qui sont mal fringués, ceux qui sont, etc. Et en fait, on est là à notre place à la base. C'est là qu'on est censé être. Et là, c'est pas forcément volontaire qu'on s'y retrouve. C'est un peu l'évolution du monde et du siècle qui nous y projette. Et ben, si on est dans le caniveau, finalement, c'est là qu'on doit être. Et c'est pas incongru. Et puis, euh, et puis après, il n'est pas impossible aussi de penser à d'autres paroles. Il sème là où il n'a pas récolté, enfin il récolte là où il n'a pas semé, à l'inverse. C'est-à-dire que ben, voilà, on continue à avancer, on ne sait pas ce que ça va produire. Et puis, qui sait ce que dans 10, 20, 50 ans, 100 ans, ça produira. Je pense aussi même à la parabole du fils prodigue. Bon, ben, t'as fait le con, mais je suis toujours là
pour t'accueillir quand même. Et donc, la société va peut-être partir dans un sens qui m'effraie, m'attriste, qui me violente, mais il n'empêche que je suis là, malgré tout, comme chrétien, comme catholique, pour accueillir l'autre et pour essayer de l'accompagner. Et peut-être aussi, qui sait, que dans le sens inverse où on a pu entendre parfois des gens nous dire qu'ils avaient quitté, enfin ils sont plus croyants, ils sont plus pratiquants parce que leur arrière-grand-mère a été enceinte sans être mariée et que tous les bons catholiques l'ont rejeté et ont donné dans ce cas-là un contre-témoignage. Et bien peut-être que si nous, on est au niveau le plus bas, mais on est là pour les gens quand ils en ont besoin. On ne sait pas quand ça portera du fruit, mais on peut espérer que ça en porte et qu'un jour, les gens disent, bah ouais, quand j'étais vraiment le plus dans la détresse, finalement, quand j'ai regardé autour de moi, il y avait des cathos. Et de fait, là, j'ai été interrogé il n'y a pas longtemps par la Croix sur la présence des catholiques dans les associations. Et le journaliste, il l'a pas repris dans son article, mais il me disait qu'en fait, il avait rencontré des personnes qui se sont converties, notamment parce que dans une maraude, ils se sont aperçus qu'autour d'eux, tous ceux qui étaient là, ils étaient cathos, ou une grande majorité. Ça apportait du fruit. Et bon, bah, c'est des gens, on les entend pas tous. Ils prennent pas tous part au débat public, mais ils existent. Donc voilà, on a peut-être un rôle très humble à mener. Peut-être que ça nous apprend l'humilité après des siècles à avoir espéré être rayonnant sur la société française. Bah, ça sera peut-être pas moins fructueux. On verra. Enfin, on verra pas, mais d'autres verront à notre place. Très bien, merci beaucoup Erwan. Merci Jeanne euh, pour vos propos, votre témoignage, pour cet éclairage sur ce sujet complexe et extrêmement important. Merci pour vos pistes concrètes aussi, pour pouvoir que chaque participant puisse agir. Voilà, ce moment sera en replay. Alors, merci Xavier qui a mis le lien vers le site internet de la formation Dernier Secours. C'est justement ce que j'allais vous préciser. On enverra à tous les participants un petit message avec les pistes que vous avez pu donner. Erwan ou Jeanne, mais je pense aussi à notre au vice-président du RASO, Laurent Frémont, qui pourra nous donner aussi peut-être des pistes pour nous aider à rédiger les courriers pour les parlementaires, pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je sais qu'il y a un certain nombre d'aides, d'appui pour pouvoir initier ce genre d'action. Un grand merci à vous deux de vous être rendus disponibles ce soir. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine conférence du RASO. Merci beaucoup, Jeanne. Merci beaucoup, Erwan. À très bientôt.